Bonjour à toutes et à tous. Je m'associe évidemment aux remerciements qui viennent d'être adressés par Guillaume Dandelot, en premier chef me concernant à Guillaume Dandelot pour son invitation, et à mon tour à la communauté éducative du lycée d'Aubernais, et puis à vous d'être réunis en grand nombre aujourd'hui. Alors, moi, je ne vais pas vous faire un cours de philo, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Vous avez d'excellents professeurs qui s'en occupent à l'année. Mais si. Vous les remercierez plus tard. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est une question qui est à l'ordre du jour des programmes de cette année. Pour d'autres, cela interviendra l'année prochaine. En tout cas, c'est une question qui, effectivement, et Guillaume l'a rappelé à juste titre, est d'ores et déjà inscrite dans les programmes scolaires. Mais pas que. Si je pose une question, si je vous pose la question suivante, qui n'a jamais entendu parler du devoir de mémoire, est-ce que vous pouvez lever la main ? Voilà. Alors, merci. L'impression qui se dégage, c'est qu'effectivement, la plupart d'entre vous en avez déjà entendu parler, sans forcément bien savoir ce qu'il y a derrière. D'où vient cette expression ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette expression « devoir de mémoire », c'est en tout cas, et plus que jamais, une expression qui est présente dans les médias, mais aussi dans les discours des journalistes, des intellectuels et des responsables politiques. Si vous faites une recherche sur Google, par exemple, il y a plus de 37 millions d'occurrences derrière ce terme-là. Alors, je vais essayer de vous proposer une définition de cette formule, une définition globale, et puis derrière laquelle on va réfléchir ensemble sur son histoire et son évolution. Le mot mémoire, vous le savez, c'est la capacité de se souvenir. C'est une fonction cognitive, comme disent les scientifiques, qui n'est pas nouvelle. Par exemple, Montaigne, qui était un grand philosophe de l'époque moderne, disait « La mémoire est la faculté qui retient les choses, c'est l'étui de la science ». En 1580. Donc ça nous renvoie à une époque ancienne. Mais cette expression mémoire, quand on l'associe au substantif devoir, prend un sens singulier. Supposant une idée d'obligation, la formule devoir de mémoire exprime ainsi l'obligation pour un groupe, une collectivité, une nation, de se souvenir de certains faits ou situations, souvent douloureux du passé, en refusant l'oubli au nom d'un impératif moral. C'est donc une injonction à se souvenir qui induit à la fois une reconnaissance politique et sociale pour un groupe, souvent victime, et à la fois un discours, une action particulière, c'est-à-dire une condamnation de ce qui a entraîné ces crimes et ces souffrances, la punition de ses responsables et la lutte contre ce qui a rendu possible de tels actes pour construire une société responsable et apaisée. Et on voit bien à travers une définition comme celle-là qu'on est au carrefour finalement de la philosophie, de la politique, de l'histoire. Et donc, il va falloir explorer chacun de ces critères, de ces champs, pour essayer de comprendre en vérité ce qu'il y a derrière cette expression. Alors, quand j'ai parlé de la manière dont cette expression a été très largement répandue aujourd'hui, Guillaume a parlé d'un cheval de course, mais plus couramment, c'est une formule que vous pouvez voir associée au souvenir de la Première, de la Seconde Guerre mondiale, de l'esclavage, de la colonisation, mais aussi parfois de l'hommage à des victimes de faits divers. La liste est finalement assez longue de ce à quoi est accolée la formule « devoir de mémoire ». C'est pourquoi certains appellent cette formule comme un mot valise, c'est-à-dire une expression qu'on emploie souvent de manière inconsidérée et de manière souvent creuse. Alors,
cette formule, elle a été et elle est contestée par notamment les historiens qui lui préfèrent le terme de travail de mémoire, estimant qu'il y a d'abord un devoir de connaissance qui ne répond pas à une exigence morale. Libre ensuite aux citoyens libres et éclairés que vous aussi vous êtes, d'agir en conscience à partir de cette connaissance qui a été préalablement acquise. Il est vrai que cette formule, au-delà de ses usages parfois surprenants, pour ne pas dire cocasses, elle donne lieu à des tirades assez floues. Je cite un exemple d'une des grandes capitales de l'Est de la France qui sont sur son site internet, derrière l'entrée devoir de mémoire, explique la chose suivante. Cette ville affirme être très attachée au devoir de mémoire, employé sans guillemets, qui participe à la formulation d'esprits éclairés de citoyens responsables, tolérants et ouverts à autrui. Par la culture historique et sociologique qu'il implique, le travail de mémoire témoigne à tous les habitants la reconnaissance des événements, des drames passés, le respect de la diversité des parcours de vie. Cette diversité, c'est celle de groupes d'hommes et de femmes qui décident, pour une raison ou pour une autre, de lier leur destin à cette ville. Ce sont nos frères, nos voisins, nos amis, nos collègues, et nous devons leur apporter notre aide, notre soutien et par-dessus tout notre reconnaissance. Cette ville combat sans faiblesse, toujours et en tout lieu, toutes les résurgences de l'inacceptable et s'engage à faire vivre les valeurs humanistes qui sont notre héritage, notre bien commun et notre fierté. C'est pourquoi la ville se fait un devoir d'honorer les mémoires et elle énumère ensuite un certain nombre d'actions qu'elle a entreprises au nom de cet impératif. Les commémorations annuelles et mémorielles liées à la mémoire de la Shoah, c'est-à-dire au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, à la libération des camps de concentration nazis et à la mémoire du génocide arménien. Elle le lie également à l'évocation de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, mais elle le lie aussi au souvenir d'un crime visant une personnalité homosexuelle qui a été assassinée lors d'un crime donc homophobe. Elle développe également d'autres projets en hommage cette fois-ci aux Justes, et puis elle met en place un vaste projet lié à la valorisation de l'histoire et de la mémoire des migrations. Tout cela au nom de cet impératif, dit-elle, du devoir de mémoire. Et sur un autre site internet que vous pouvez consulter, cette fois-ci c'est celui du ministère de l'Éducation nationale, sur le site jeune.gouv.fr, vous avez une entrée devoir de mémoire qui est ainsi décrit, à défaut d'être expliqué. Le devoir de mémoire permet aux jeunes générations de mieux comprendre les racines et les enjeux de l'histoire contemporaine. Voilà la définition d'un mot valise, c'est-à-dire avec un champ d'application extrêmement large au nom d'un impératif moral. Alors on va essayer ensemble de creuser cette notion, derrière les mots, de voir d'où vient cet impératif qui, en vérité, est apparu dans l'espace public de manière massive dans les années 1990. Alors, pour vous, c'était un autre âge, peut-être vous n'étiez pas né. Pour un certain nombre de vos professeurs, comme de nous-mêmes, c'était notre jeunesse ou notre adolescence. Mais en tout cas, c'était, on peut le dire, à une époque relativement récente. Dans les années 90, cette formule de devoir de mémoire va monter en puissance, va apparaître dans l'espace public autour de la mémoire de la Shoah. Et pendant des décennies, ce devoir de mémoire, cette formule va être attachée à l'entretien de la mémoire de la Shoah, même si on a vu que depuis, son utilisation s'est très largement répandue. Cet impératif du souvenir, de la mémoire, en vérité, il ne date ni des années 90, ni de la Première Guerre mondiale, ni de la Seconde Guerre mondiale. Cette mémoire obligée, elle est beaucoup plus ancienne, et vous trouvez ainsi dans l'Ancien Testament déjà des commandements qui exigeaient de se souvenir. Par exemple, dans l'Ancien Testament, je vous passe le livre, mais vous aviez cette exhortation
souviens-toi de ce que t'a fait l'Amalek de notre génération, qui a exterminé 600 myriades, corps et âmes, sans qu'il y ait eu de guerre. Peu importe la fin de la phrase, ce qui compte, ce sont ces premiers termes. Souviens-toi. Et cette sentence, elle va être utilisée sur le frontispice du mémorial du martyr juif inconnu, qui va devenir en 2005 le mémorial de la Shoah, et dont j'ai mis ici une photo de la pose de la première pierre en 1953. Cette exhortation donc au souvenir, elle est donc héritée de la tradition judéo-chrétienne, et elle va être utilisée non seulement pour, évidemment ici, je le rappelle, pour le souvenir du génocide des Juifs, mais on la trouve utilisée aussi sous d'autres formes. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, pour se souvenir de ce qui avait été le sort des combattants et de leur engagement, mais aussi au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sous ces phrases « Français, souvenez-vous » ou « N'oublions jamais », qui viennent achever le texte de deux plaques qui se trouvent à la gare de l'Est, à Paris. Je les ai faites ce matin en venant vous retrouver, et qui, pour l'une, rend hommage aux déportés politiques et résistants qui sont partis de la gare de l'Est vers les camps de concentration en Allemagne, et sur la seconde, qui évoque le sort des requis du travail obligatoire. Donc, vous le voyez, cette exhortation au souvenir, elle n'est pas du tout liée au souvenir du génocide des Juifs, mais elle est d'emblée utilisée pour d'autres sujets, pour d'autres catégories de Français ou d'autres qui ont combattu et souffert pendant ces guerres mondiales. Alors, un historien qui s'appelle Sébastien Ledoux a soutenu une thèse sur le devoir de mémoire et a identifié, dès le début des années 70, l'usage de cette formule. Pour la première fois, il la date de 1972 en français, dans un article qui n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale ou même la guerre tout court, qui est utilisé par deux intellectuels. Le premier est un psychanalyste lors de l'un de ses séminaires, et pour l'autre un universitaire dans le compte-rendu d'un roman publié dans le magazine littéraire. Donc on est très loin du souvenir de la guerre. Néanmoins, au début des années 80, la formule réapparaît en tant que telle, à nouveau dans des sphères très lointaines du souvenir des guerres, par exemple comme sous-titre dans un livre de souvenirs d'un écrivain et journaliste, ancien dirigeant de chaîne de télévision, Marcel Julien, en 1981. En 1984, le grand historien Pierre Nora va utiliser cette formule, en 1984, dans son introduction de son œuvre, d'une œuvre importante qui s'appelle les lieux de mémoire, et c'est sans doute le début de sa diffusion la plus large, qui va très progressivement, dès le milieu des années 80, se polariser, va être utilisé, en tout cas, concernant la Seconde Guerre mondiale et notamment la déportation. Donc, cette formule, elle est donc née dans les années 70, elle est utilisée dans les années 80, mais véritablement, c'est en 1995 qu'elle va être massivement présente dans l'espace public à travers ce titre, Primo Levi. Alors, rassurez-moi, quelqu'un connaît-il Primo Levi? J'entends des oui. J'entends des non, mais j'entends des oui aussi. Bon, Primo Levi, c'est un ancien déporté italien, résistant contre le nazisme et le fascisme en Italie, mais déporté comme juif à Auschwitz, et qui va écrire après-guerre un témoignage, si c'est un homme, qui a été au programme du BAC, et qui est surtout considéré comme un des principaux témoignages sur l'univers concentrationnaire et la déportation à Auschwitz. Et il décède en 1987, et de manière posthume, les éditeurs en France, d'un entretien qu'il a livré à deux journalistes italiens, choisissent ce titre, Le devoir de mémoire, pour cet ouvrage, sorti en 1995, à un moment où nous commémorons
à l'époque le 50e anniversaire de la libération des camps nazis et où, de plus en plus, au fil des années précédentes, cette mémoire de la Shoah, cette mémoire du génocide des Juifs et de la déportation prend une place de plus en plus grande dans l'espace public. Et vous avez ainsi cette formule qui était déjà existante, mais qui, dans ce contexte commémoratif et historique très singulier, va connaître une diffusion absolument colossale, reprenant à son compte, en vérité, une motivation et une démarche beaucoup plus ancienne sur laquelle je vais revenir maintenant. Quand je disais tout à l'heure que cette séance à laquelle vous participiez, elle ne se substituait pas aux cours de philosophie ou d'histoire, elle intéresse les citoyens que vous êtes, c'est aussi parce que les enjeux et les débats autour de la formule devoir de mémoire, autour également de la mémoire de la Shoah, ou de ce que certains ont appelé la concurrence des mémoires, c'est aussi un débat de société et un enjeu pour les nouvelles générations dont vous êtes les acteurs. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, sous la plume de certains pseudo-humoristes ou intellectuels, cette question de la concurrence des mémoires, elle est très présente et je pense profiter de l'occasion qui m'est donnée d'intervenir devant vous pour rappeler ce qu'a été l'évolution de la mémoire de la Shoah. C'est une histoire longue et je vous rassure, elle sera ici brièvement évoquée, mais qui mérite de s'y intéresser un tout petit peu parce que si on prend cette question par la fin, c'est-à-dire par la situation que vous connaissez, c'est-à-dire d'une place importante, notamment dans les programmes scolaires ou dans la culture du camp d'Auschwitz et de la mémoire de la Shoah, vous pourriez penser que s'il en a été toujours ainsi. Alors qu'en vérité, c'est une situation complètement différente à laquelle les quelques survivants des camps d'Auschwitz vont subir pendant des décennies. À la libération en 1945, la mémoire de ce qu'on n'appelle pas encore la Shoah, vous le savez, c'est un terme hébreu qui signifie catastrophe. La mémoire du génocide des Juifs en Europe, elle est intégrée, elle se fond en 1945 dans la mémoire de la déportation dans les camps nazis, où viennent s'agglomérer toutes les souffrances dans les camps nazis. Une image qui est communément diffusée à l'époque parmi les rescapés, c'est finalement que tous les déportés, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés, transférés en Allemagne et finalement morts dans les camps nazis, eh bien, les corps des uns et des autres ont tous été consumés dans la même manière dans les fours crématoires nazis et leurs cendres se sont mélangées dans la volute des fours crématoires. Alors ça, c'est une métaphore, c'est une image, et c'est vrai que ces corps étaient de la même manière enfouis dans les fours crématoires, mais en vérité, les raisons qui avaient conduit les uns et les autres dans les camps n'étaient pas du tout les mêmes. Et ça n'est pas hiérarchiser les souffrances que de rappeler cette distinction-là. On ne distingue pas, on ne hiérarchise pas les souffrances. En revanche, dans le cadre d'un travail d'histoire, on se doit d'étudier les causes diverses pour lesquelles ces hommes et ces femmes ont été conduits dans les camps et pour lesquels un certain nombre d'entre eux ont été assassinés. Car les 6 millions de Juifs d'Europe exterminés par les nazis ont été, eux, comme d'ailleurs les Tziganes, ils ont été les victimes d'un génocide, depuis les nouveau-nés jusqu'aux vieillards. En France, environ 4000 rescapés regagnent notre pays sur les 76 000 déportés juifs de France, déportés entre 1942 et 1944, principalement vers le camp d'Auschwitz. J'y reviendrai. Chez les déportés résistants et politiques, et par exemple ceux qui ont été déportés au camp de Natzweiler-Struthof, c'est environ 1 sur 2 qui va regagner la France, enfin qui va regagner son foyer en 1945, environ 34 000 sur les 80 000 déportés. Ceux-là sont morts de misère physiologique, des coups, de la violence des nazis, mais ils n'ont pas subi ce qui est la singularité du génocide tel qu'il a été accompli à Auschwitz-Birkenau, c'est-à-dire cette sélection qui
à l'arrivée des convois sur la rampe d'Auschwitz, prélevaient, pour lesquels, plus exactement, les nazis identifiaient un pourcentage d'environ 20% parmi les déportés qui arrivaient, pour les transférer à l'intérieur du camp, envoyant directement depuis la sortie des wagons 80% directement vers les chambres à gaz pour les assassiner. C'est ça un génocide. Ça n'est pas le cas pour les déportés résistants et politiques. Et donc ces 4000 rescapés d'Auschwitz, ces rescapés juifs d'Auschwitz qui rentrent en 1945, 4000 individus, ça forme donc un groupe, vous le représentez aisément, un groupe très restreint, au sein d'un groupe numériquement lui aussi minoritaire. Ces rescapés de l'univers concentrationnaire, ces résistants, ces déportés politiques, 34 000 dans la société française de plus de 40 millions d'individus, c'est un nombre très minoritaire. On peut donc dire que les rescapés juifs sont une minorité dans la minorité. Ils sont noyés également dans la masse des 700 000 requis du service du travail obligatoire et du million environ de prisonniers de guerre, ce qu'on appelle en 1945 les absents, qui rentrent dans notre pays. De plus, c'est la deuxième idée sur laquelle je voudrais insister, les rescapés des camps sont tout en bas de l'échelle donc statistique des absents, et leur valeur, elle ne réside donc pas tant dans leur nombre, l'audience qu'ils peuvent susciter par leur présence faible numériquement, mais par le symbole qu'ils représentent. L'univers dont ils sont porteurs, c'est celui des camps de la mort, c'est une formule très utilisée en 1945 et qui là aussi renvoie à cette confusion entre le sort des uns et des autres, et qui, comme Annette Wiewiórka, cette grande historienne Annette Wiewiórka l'a montré, englobe à la fois les camps de concentration et les centres de mise à mort, voire les ghettos, effaçant les différences fondamentales de fonction entre les premiers et les seconds. Mais dans cette image de 1945, néanmoins, dans cette vision symbolique qui se construit, déjà des camps émergent, le camp d'Auschwitz, comme ayant été un camp à la mortalité effroyable, le camp de Buchenwald, qui a été l'un des symboles de la résistance des déportés au sein de l'univers concentrationnaire, et aussi le camp de Natzweiler-Struthof, qui avait été libéré mais sans détenus à l'intérieur à l'automne 1944, et qui, parce qu'il est le seul camp de concentration sur le territoire français, même si c'est pendant la guerre, vous le savez, un territoire annexé au Reich, constitue donc d'emblée un lieu majeur dans la construction de la mémoire de la déportation. C'est la raison pour laquelle, en 1960, ce site sera choisi pour ériger le mémorial national de la déportation. Donc cette situation des rescapés des camps, et notamment des rescapés juifs, elle est, je l'ai dit, infiniment minoritaire et infiniment solitaire également. Et déjà des hiérarchies se mettent en place parmi ces absents. Ce qu'un autre historien, François Cochet, a appelé les exclus de la victoire. Contre cette distinction entre le sort des uns et le sort des autres, contre la prééminence tout simplement numérique des uns par rapport notamment des prisonniers de guerre et des requis du STO par rapport aux rescapés de l'univers concentrationnaire et de la Shoah, suppose, le ministère des prisonniers déportés et rapatriés diffuse en 1945 cette affiche où on voit côte à côte un requis du travail obligatoire enserrant un déporté au centre avec à sa droite un prisonnier de guerre. Ils sont unis, ne les divisez pas. C'est un message politique que le ministère Freinet, c'est-à-dire le ministère dirigé par Henri Freinet, qui fut une grande figure de la résistance en France, tente de diffuser, malheureusement sans guère d'effet. Il faut dire que dans la mémoire de la déportation en 1945, dans cette France résistentialiste, c'est-à-dire qui met au premier plan une forme d'héroïcisation du rôle des Français pendant la guerre, tous résistants, pourrait-on dire, les rescapés de la Shoah, les victimes juives, sont des victimes perçues comme des victimes de second plan. Ce sont des
rescapés qui sont assimilés à des victimes civiles, là où les déportés résistants sont assimilés à des militaires, et donc bénéficiant d'un droit à réparation, de reconnaissance, y compris financière, supérieure. En vérité, d'une reconnaissance largement plus importante. Néanmoins, des associations vont se constituer parmi les rapatriés, parmi les rescapés de l'univers concentrationnaire, et notamment parmi les rescapés de la Shoah. Ce sont en vérité parmi ces 4000 rescapés d'Auschwitz que vont se mettre en place, les leaders vont apparaître de grandes figures qui vont animer la mémoire de la Shoah pendant plusieurs décennies. Ce sont eux qui vont être à l'origine de cérémonies commémoratives. Oh là, ça avance tout seul. Vous avez vu la fin du diaporama avant de voir le milieu. Des cérémonies commémoratives, la pose de plaques. Vous voyez ici une cérémonie dans les années 50 face au Vélodrome d'hiver, c'est-à-dire ce lieu de sport collectif, cette piste cyclable bien connue à Paris dès l'avant-guerre, qui a été utilisée, vous le savez, au moment de la rafle dite du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, pour interner plusieurs milliers de juifs raflés à Paris et en région parisienne. Les familles avec enfants vont être placées plusieurs jours ici au Veldiv et ensuite transférées dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande avant d'être déportées principalement à Auschwitz. C'est un lieu donc symbolique extrêmement fort sur lequel une plaque et une cérémonielle va être organisée. Mais il faut le reconnaître, derrière l'engagement de ces militants associatifs, leur audience reste relativement faible dans la société française. Elles ne parviennent pas non plus à fédérer l'ensemble des rescapés ou plus encore des familles de disparus. Il faut dire que dans le contexte de la guerre froide, de l'engagement, notamment au sein du Parti communiste, qui est celui de la plupart de ces figures, eh bien, une grande partie des rescapés ou des familles restent en retrait de ces organisations et c'est notamment ce qu'explique très bien Simone Weil dans ses souvenirs. Il faut dire aussi que la déportation des Juifs de France, c'est d'abord et avant tout celle, massivement, la déportation de Juifs étrangers. Pour beaucoup originaires d'Europe de l'Est, notamment de Pologne, ces Juifs étrangers représentent les 2/3 des Juifs déportés de France. La mémoire de la Shoah, la mémoire de la déportation, c'est donc d'abord et avant tout la mémoire aussi de l'immigration. Cette expérience-là donc ne recouvre que très partiellement celle des Juifs français, des citoyens français, eux aussi persécutés évidemment par le régime de Vichy et par l'Allemagne nazie, mais qui pour la majorité d'entre eux échappèrent à la déportation, même si tous, parce que juifs, furent victimes de la persécution antisémite des Allemands et du régime de Vichy. Alors que les 3/4 des Juifs de France ont survécu, tous ont été victimes de la Shoah à des degrés divers, mais peu s'engagent dans les associations porteuses de la mémoire de la Shoah. Pour beaucoup, la volonté de se fondre à nouveau dans la nation est la plus forte, après le temps de la stigmatisation et de l'exclusion. Et cette volonté de se fondre dans la nation, dans la République française, n'incite pas à mettre en avant une expérience singulière et tragique, alors même que la tradition républicaine, vous le savez, répugne à distinguer les individus en fonction de leur origine, de leur religion et de leurs croyances. Malgré leurs différences, pour les quelques 250 000 Juifs de France qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, la priorité est donc d'abord et avant tout de survivre, de reconstruire leur vie après les drames vécus au cours de la guerre et de reprendre pleinement leur place dans la société. Cette douleur qui est celle des rescapés juifs, ce sentiment d'exclusion qui perdure, car l'antisémitisme n'a pas disparu avec la fin du régime de Vichy ou la disparition du Troisième Reich, cette indifférence aussi qui est souvent mise en avant, elle est partagée
cette indifférence-là, elle est partagée par l'ensemble des rescapés de l'univers concentrationnaire. Tous mettent en avant et regrettent une société collectivement indifférente et désireuse de tourner la page de la guerre. Dès 1947, par exemple, je pourrais vous donner davantage, m'étendre de plus sur le sujet, mais on va avancer. Je voudrais simplement vous lire un extrait de document qui est celui d'un message diffusé par le secrétaire général d'une des grandes fédérations d'anciens déportés, Georges Brutel, qui écrit en juin 1947. Nous sommes 2 ans après la fin de la guerre. Le temps accomplit son œuvre, bonne ou mauvaise, qui le sait. Inexorablement, il tisse le voile de l'oubli en resserrant sans cesse la trame. Et il appelle ses camarades anciens déportés à réagir, à agir par fidélité envers leurs camarades disparus et par devoir. En effet, dit-il, l'exemple de ceux qui ont accepté la mort la plus atroce pour la sauvegarde de nos libertés et de notre civilisation de progrès et d'humanité doit à chacun imposer le respect et le plus utile des recueillements. Le souvenir de leur exceptionnel sacrifice est un devoir national, non seulement par respect pour leur mémoire, mais encore à l'égard de l'enseignement qu'ils constituent pour les générations futures. Là encore, vous constatez avec moi que si la formule « devoir de mémoire » n'existe pas encore, l'intention qui est derrière est d'ores et déjà présente et affirmée avec force par cet homme en 1947. Cette réaction, cette démarche, cette volonté qui est exprimée par Georges Brutel, elle vient en écho avec un serment souvent symbolique, mais affirmé par beaucoup de rescapés, un serment pris envers leurs camarades disparus au camp, auprès de qui un certain nombre de nos grands témoins disent avoir juré de porter leur mémoire à eux disparus en France, alors qu'eux avaient la chance de survivre. Faire vivre leur mémoire et agir pour que leur mort ne soit pas vaine. Et donc pour toutes les organisations d'anciens déportés, par-delà leur positionnement politique, très divers, ils vont afficher une position commune, agir dans la société pour faire connaître l'histoire de la déportation, du nazisme, honorer la mémoire des disparus, lutter contre la renaissance du nazisme. Alors évidemment, d'autres combats politiques, notamment dans la guerre froide ou dans la décolonisation, vont les mobiliser, et parfois de manière, je dirais, opposée. Mais en tout cas, ils se retrouvent tous, quel que soit leur positionnement idéologique, dans cette exhortation à l'action, à la fois pour faire connaître ce qu'a été l'histoire du nazisme et de la déportation, mais aussi pour lutter contre ceux qui continuent, c'était le cas dès l'après-guerre et ça reste encore le cas aujourd'hui, restent les dépositaires de cette mémoire du nazisme à l'extrême droite et dans la mouvance néo-nazie. Et donc, c'est notamment, ça transparaît dans cette affiche conçue par l'autre grande fédération d'anciens déportés, ici une affiche de 1945, la Fédération nationale des déportés et internés, on dit aujourd'hui résistants et patriotes, la FNDIRP, mais en 1945, elle n'a pas encore accolé ce terme de résistant, contre les hommes et les instruments de la trahison, pour la défense de vos intérêts matériels et moraux, pour sauver de l'oubli votre martyre et en faire une arme, pour que vous-même et vos enfants ne reviviez plus jamais ça. Ce terme de plus jamais ça, finalement, c'est une forme d'ancêtre du devoir de mémoire. C'est une formule qui n'a pas été inventée par les résistants ou les déportés en 1945. C'est une formule qui est née après la Première Guerre mondiale parmi les poilus. En tout cas, c'est donc un message très fort qui est ici, de manière très précoce, quasi constitutive du mouvement déporté, affiché cet engagement dans la société.
Une autre organisation, je cite simplement son nom pour mémoire, mais elle fait peut-être écho avec des événements ou des outils que vous connaissez ou que vous avez ou que vous utilisez vous-même, le réseau du souvenir. Cette organisation aujourd'hui disparue est malheureusement largement inconnue, mais elle est à l'origine, elle a été composée par à la fois des rescapés, des camps, par des familles de disparus et par des résistants. Elle est créée au début des années 50 et elle va être à l'origine de réalisations éminentes. La Journée nationale de la déportation, le dernier dimanche d'avril, c'est une loi de la République française, la première loi mémorielle en vérité, et elle a été adoptée à l'initiative du réseau du souvenir. La crypte des martyrs de la déportation sur l'île de la Cité, à Paris, c'est là encore une initiative du réseau du souvenir. Elle est inaugurée en 1962 par le général de Gaulle. Le film Nuit et brouillard, peut-être certains d'entre vous l'avaient vu, le film d'Alain Resnais, sorti en 1957, c'est une initiative du réseau du souvenir. Donc d'emblée, cette association qui, son titre d'ailleurs résume fort bien sa démarche, mais qui entend ériger, je dirais, comme préoccupation essentielle le culte du souvenir, elle va être à l'origine de ces réalisations-là et va contribuer à sa manière, pour des générations entières, dès les années 50, à faire vivre et à faire connaître ce qu'a été l'histoire de la déportation. Dès les années 60, les nouvelles générations vont être une cible particulière pour ces organisations d'anciens déportés. On est alors 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 20 ans c'est une génération, c'est l'arrivée à l'âge adulte de la génération née en 1945, c'est la génération des fils et filles des rescapés. C'est un moment où la question de la résistance et de la déportation arrive dans les programmes scolaires, en classe de terminale. C'est également une séquence où le contexte politique va remettre sur le devant de la table, le devant de la scène, des enjeux forts liés à la Seconde Guerre mondiale et aux crimes nazis. D'abord parce que 20 ans après la guerre, les crimes de guerre vont être prescrits à l'échelle internationale et où un débat sous l'égide des Nations Unies, mais également dans chacun des pays, et notamment européens, où a sévi l'occupation nazie, la question de savoir s'il faut ou pas prescrire les crimes nazis et les crimes contre l'humanité en particulier se pose. Et donc il y a des débats de société qui animent la sphère médiatique et la population. Intervient également dans ce contexte-là, et ces crimes, vous le savez, les crimes de guerre comme les crimes contre l'humanité vont devenir imprescriptibles, ce qui explique qu'aujourd'hui encore, des criminels nazis ou des collaborateurs des nazis peuvent être jugés alors même qu'ils ont dépassé l'âge de 90 ans. Une nouvelle séquence judiciaire va être initiée. Justement, dans la crainte de la prescription, et notamment en Allemagne de l'Ouest, plusieurs dizaines de criminels de guerre nazis vont faire l'objet de poursuites judiciaires de la part d'une partie du corps judiciaire ouest-allemand. L'un des procès les plus emblématiques, c'est le procès de Francfort, une ville d'Allemagne, où va être jugée une vingtaine de criminels, de responsables du camp d'Auschwitz entre 1963 et 1965. Vous avez deux films absolument extraordinaires que je vous invite à voir, consacrés à l'action du procureur Fritz Bauer, Le labyrinthe du silence, et Fritz Bauer, un héros allemand qui évoque ce thème-là. Mais évidemment, dans cette séquence judiciaire, l'un des tournants, c'est le procès d'Adolf Eichmann, qui fut l'un des principaux responsables au sein de l'appareil nazi de la persécution et de la déportation des Juifs d'Europe, qui est enlevé par les services secrets israéliens en Argentine, et il est donc jugé et condamné en Israël au terme d'un procès qui se déroule en 1961. Il est exécuté en 1962. Ce procès est un véritable tournant. Nous n'avons pas le temps d'y consacrer beaucoup de temps, mais je crois que c'est un moment qui est bien rappelé dans les programmes et dans les livres d'histoire. En tout cas, ce film est un tournant, même s'il s'inscrit dans une séquence plus large
qui montre en tout cas que cette question n'est pas seulement franco-française, mais qu'elle est véritablement constitutive de l'histoire de l'Europe. C'est vrai pendant la guerre, mais c'est vrai aussi après la Seconde Guerre mondiale. La mémoire de la déportation accorde une place de plus en plus grande à la mémoire du génocide des Juifs. On le voit à travers la mise en place de ces procédures judiciaires, des débats aussi qui animent la société, car ils permettent d'identifier ce qui est la spécificité des crimes contre l'humanité et du crime de génocide. Des œuvres artistiques, des romans vont également participer à cette prise de conscience ou nourrir ces débats. Ce sont notamment un certain nombre de romans qui vont susciter, y compris des polémiques. Je les cite ici pour mémoire. Le dernier des Justes d'André Schwarzbart en 1959, prix Goncourt, et puis Le Vicaire, une pièce de théâtre éditée en 1963 et qui porte sur l'attitude du Vatican face à l'extermination des Juifs. On voit donc un mouvement qui s'opère et qui peu à peu identifie de plus en plus distinctement ce qu'a été la spécificité du génocide des Juifs. Alors même que cette démarche de transmission envers les nouvelles générations prend un sens et une place de plus en plus importante. De ce point de vue-là, en France, la création du concours de la résistance en 1961, si je ne me trompe pas, va permettre de servir de réceptacle et entretenir ce lien entre la jeunesse et les anciens déportés. Concours donc créé en 1961 et qui s'ouvre en 1972 seulement à la déportation. C'est ce qu'Annette Vivioreca a appelé le début de l'ère du témoin, c'est-à-dire d'un phénomène historique qui va progressivement s'incarner de plus en plus par des figures individuelles. Les procès, notamment le procès Eichmann, va y aider, et ce processus-là va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous épargne un certain nombre d'étapes que je pensais évoquer. Je vois le temps qui file. Je voudrais simplement dire qu'un nouveau basculement s'opère à la fin des années 60, au cap des années 60 et 70, grâce à l'arrivée, grâce à l'engagement, grâce à la démarche. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à nos amis du Struthof en diffusant cette affiche postérieure donc à la création du Mémorial national de la déportation en 1962, si je ne me trompe pas. Ce monument blanc que vous découvrirez, qui est utilisé ici dans le cadre d'un pèlerinage par la FNDIRP et qui fait le lien avec son engagement politique. Vous pouvez lire « Pour rendre hommage à la mémoire des disparus, dont les bourreaux SS ont été graciés et libérés, et affirmer dans la solennité et le recueillement que jamais plus le militarisme allemand et le nazisme ne doivent pouvoir imposer leur foi, fouler notre sol, menacer la sécurité française et la paix, la France se souvient. » Voilà pour ce qui est de ce discours militant, politique, mais sur la démarche militante et s'agissant de la mémoire de la Shoah, comment ne pas évoquer le combat de Beat et Serge Klarsfeld? Peut-être vous en avez entendu parler, je l'espère, ou pas. Voilà. Beat et Serge Klarsfeld, ce sont, pour l'un, un orphelin de la Shoah. Son père a été assassiné à Auschwitz, il est juif. Beat Klarsfeld est allemande. Son père a été un soldat engagé dans la Wehrmacht. Elle est venue comme jeune fille au père à Paris au début des années 60. Ils se sont rencontrés, je vous passe l'histoire d'amour. Mais en tout cas, ensemble, ils vont contribuer en France, mais aussi en Allemagne, en Europe au sens large, et y compris en Amérique du Nord, à bouleverser ces cadres de la mémoire de la Shoah. D'abord par le symbole qu'ils représentent. Deuxièmement, parce que Serge Klarsfeld, qui est historien, va nourrir de recherches et de travaux historiques une démarche militante tout à fait exceptionnelle. Ils vont ensemble échafauder un plan
qui va conduire notamment en 1968, conduire Beat à gifler le chancelier allemand, le chancelier ouest-allemand, pour protester contre son passé nazi, que Beat Klarsfeld, en tant que citoyenne allemande, refusait de voir incarner l'Allemagne nouvelle qu'elle espérait de ses voeux. Voilà. D'autres réalisations aux quatre coins du monde leur sont dues, jusqu'à la tenue d'un procès en 1979 à Cologne des principaux responsables nazis de la solution finale de la question juive en France. Et ce procès, qui est l'aboutissement d'un long combat mené tout au long des années 70, va susciter une prise de conscience parmi les Juifs de France. Ils vont susciter, dans le cadre de la préparation du procès et lors de la tenue du procès, une vaste mobilisation parmi les Juifs de France pour susciter des témoignages, pour collecter ne serait-ce que l'identité, pour restituer l'identité de chacune des victimes dont ces nazis avaient été directement ou indirectement responsables de l'assassinat. Ces noms ont été rassemblés, ces 76 000 noms ont été rassemblés en 1978 dans un mémorial des déportés juifs de France publié par Serge Klarsfeld. Et dans le cadre du procès, Serge Klarsfeld va amener plusieurs milliers de juifs de France assister au procès, et notamment près d'1 millier de personnes quelques jours avant le verdict au début de l'année 1980. Et donc, Serge Klarsfeld, par-delà le travail qu'il mène, le travail de mémoire, le travail de justice, le travail d'histoire qu'il réalise, va également bouleverser en France l'espèce de statu quo qui s'était construit depuis la fin des années 40 et qui avait, après quelques procès sommaires, de manière très lâche, pourrait-on dire, ou en tout cas au nom de la reconstruction nationale, avait admis qu'un certain nombre de personnalités qui avaient directement été engagées dans la persécution des Juifs de France soient éloignées de la justice, voire retrouvent, à l'image du chancelier Kissinger en Allemagne, une place politique de premier plan. Ce sont les procès qui vont être initiés ou appuyés en tout cas par Serge Klarsfeld et qui vont conduire, vous le savez, à la condamnation ou en tout cas à l'engagement de poursuite contre notamment René Bousquet, qui avait été secrétaire général de la police du gouvernement de Vichy en 1942, qui fut tué par un déséquilibré qui ne fut donc jamais jugé, mais également de Maurice Papon, qui a été préfet à Bordeaux pendant la guerre et qui fut dans la France de la 4e et de la 5e République, un préfet de police à Paris et également un secrétaire d'État du gouvernement sous la 5e République. Donc cette situation-là avait été véritablement dénoncée comme un scandale et Serge Klarsfeld, parce qu'il est devenu avocat, mais aussi comme historien, va contribuer à changer. Et l'onde de choc des travaux et de la démarche engagée par Serge Klarsfeld va aller très au-delà, puisqu'elle va conduire, vous le savez, ou vous pourriez le savoir, à une déclaration historique qui est celle du président de la République Jacques Chirac en 1995, reconnaissant la responsabilité de la France dans la persécution des Juifs de France. Cette affaire-là n'avait pas été que l'affaire des nazis, que de l'Allemagne nazie, mais le gouvernement de Vichy, mais la France en tant que telle, la France y avait également collaboré et donc contribué. Et c'est cette page-là, grâce notamment au travail de Serge Klarsfeld, que Jacques Chirac, comme président de la République, tourne, c'est cette page-là qu'il tourne, alors que précédemment, depuis le général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand, ce geste-là avait été toujours refusé. Donc cette situation de la France en 1990 n'a donc plus rien à voir, elle a fait une place beaucoup plus grande à la mémoire de la Shoah, des œuvres de fiction, j'ai parlé des romans, mais on pourrait également évidemment citer des œuvres cinématographiques, comme la série américaine Holocauste, diffusée en 1979, dans le contexte justement du procès de Cologne, mais aussi des premières prises de position négationnistes, c'est-à-dire de pseudo-historiens qui entendaient nier l'existence des chambres à gaz. D'autres œuvres d'histoire ou d'œuvres de cinéma, je pense à Shoah de Claude Lanzmann,
ce recueil de témoignages réalisé par Claude Lanzmann aux quatre coins du monde pour retrouver des témoins directs ayant vécu eux-mêmes ou ayant été eux-mêmes organisateurs et perpétrateurs de cet assassinat des Juifs, sorti en 1985, ou le film de Steven Spielberg, La liste de Schindler, sorti en France en 1994. Cette affaire-là, donc, elle n'était vraiment pas que franco-française, vous l'avez compris, on a parlé un tout petit peu de l'Allemagne, on a parlé un tout petit peu d'Israël, à travers le procès Eichmann. C'est une affaire en vérité qui est devenue mondiale. Car l'onde de choc, car la résonance du génocide des Juifs est désormais, à partir des années 80 et 90, mieux connue grâce aux travaux des historiens, notamment Raoul Hilberg, dont le livre, sorti dans les années 60, n'est traduit en France qu'au milieu des années 80, dans le contexte du procès de Klaus Barbie, ce responsable de la Gestapo à Lyon, extradé de Bolivie et jugé par la France en 1987. Des travaux historiques qui permettent de mieux comprendre ce qu'avait été la singularité du génocide des Juifs, mais aussi une mémoire qui s'est elle-même mondialisée, sans doute comme l'une des premières manifestations de la mondialisation sous l'angle culturel à laquelle nous assistons dans les années 90 et qui aboutit en 2000 à un forum international dit de Stockholm sur l'éducation, la recherche et la mémoire de la Shoah, par l'instauration en 2002 au sein des pays membres du Conseil de l'Europe d'une journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, et enfin en 2005 avec l'adoption d'une journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, adoptée donc en 2005 par l'ONU. Et dans les attendus de cette journée internationale, vous pouvez voir transparaître finalement la reconnaissance de ce combat porté par les rescapés de toutes obédiences depuis la libération des camps, puisque les États membres sont invités à élaborer des programmes éducatifs destinés aux générations futures et à la société civile, consacrés aux enseignements de la Shoah, une société civile qui, en se mobilisant, dit la résolution, en se mobilisant pour perpétuer la mémoire de l'Holocauste, c'est le terme employé dans la sphère anglo-saxonne pour parler du génocide des Juifs, et en faire connaître les réalités, pourrait aider à prévenir le génocide dans l'avenir. Les attendus du devoir de mémoire ne sont donc jamais uniquement tournés dans la contemplation morbide du passé, dans l'hommage aux morts, devrait-on dire, mais toujours dans ce que la résistante Lucie Aubrac appelait la mémoire, la résistance ou la mémoire, disait-elle, se conjugue toujours au présent. Donc, non, le devoir de mémoire ne se complaît pas dans les souffrances du passé. Non seulement il entend rendre hommage aux morts, mais il entend lutter pour le présent et pour l'avenir. Alors, finalement, la reconnaissance de ce devoir de mémoire est quasi consécutif à la disparition inéluctable de ces hommes et de ces femmes qui étaient revenus des camps. Il est aussi lié, ou en tout cas il intervient au moment également où la reconnaissance de toutes les facettes de la persécution et du génocide s'opère. Elle donne lieu à ce que certains ont appelé une institutionnalisation de la mémoire. C'est vrai pour la mémoire de la Shoah, c'est vrai pour la mémoire de la déportation, c'est vrai pour la mémoire de la résistance, avec la création de fondations qui viennent reprendre l'activité des associations souvent fragiles, construites, fondées en 1945, qui viennent voir des lieux de mémoire, des institutions de mémoire, le Centre européen du résistant déporté sur le site du camp de Natzweiler-Struthof, le Mémorial de la Shoah, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Fondation de la résistance, la Fondation pour la mémoire de la déportation, la Fondation du camp d'Émile, et je pourrais en citer un certain nombre, sont venus solidifier dans la nation, dans la société, sur le territoire, l'ambition, le rêve
ou plus exactement le combat entamé par les rescapés en 1945. Ce devoir de mémoire, il est donc devenu finalement un symbole universel de la souffrance humaine, mais je crois vraiment qu'il nous appartient à tous d'en préserver le sens et surtout de rappeler toujours la complémentarité de la démarche qu'il suppose avec l'enseignement et la pratique de l'histoire. Alors, je vais conclure presque à l'heure. Je voudrais dire un mot quand même des enjeux très présents qui sont induits par ce que d'aucuns ont appelé le devoir de mémoire et souvent dans les critiques qui sont faites dans la surreprésentation de la mémoire de la Shoah dans l'espace public. Bon. Je voudrais dire d'abord qu'on a vu combien celles et ceux qui emportaient la mémoire, notamment en France, étaient si peu nombreux. Et que dans leur discours, il n'a jamais été question que la reconnaissance de leur souffrance à eux vienne prendre le pas sur la souffrance d'aucun autre. Elle n'a jamais été non plus, je dirais, un frein à l'expression d'autres mémoires. Et pour les pouvoirs publics, les lois qui ont permis la reconnaissance et l'hommage envers les victimes des persécutions racistes et antisémites, elle a plutôt ouvert la voie à la reconnaissance d'autres souffrances. Je pense en particulier à ces débats autour des lois mémorielles, mais qui ont malgré tout permis, au-delà de la seule reconnaissance de la souffrance des victimes de la Shoah, de voir reconnaître aussi, et qu'on soit d'accord ou pas avec leur existence, il faut reconnaître qu'elles ont permis la reconnaissance d'autres souffrances par l'État. C'est la reconnaissance de la mémoire des victimes du génocide des Arméniens en 1915 par les Ottomans et plus encore par la reconnaissance de la mémoire des victimes de la traite et de l'esclavage et de leur abolition, elle aussi fixée par la loi. Donc la mémoire de la Shoah, elle n'a jamais rien enlevé à quiconque, elle a plutôt été un des vecteurs, un des moteurs de la reconnaissance de cette souffrance universelle, et dire cela, ça n'est pas ni hiérarchiser, ni niveler les souffrances, mais plutôt reconnaître la diversité, malheureusement, de la souffrance humaine et la nécessité de les combattre toutes. Voilà, je vous remercie.